Je suis avec Monica qui a gentiment accepté de se prêter au jeu. Je te laisse te présenter. Bon, donc Monica, c'est fait, tu l'as dit. J'ai 59 ans, je suis à Marseille depuis 20 ans et dans le quartier de la Plaine, Courjus, depuis 4 ans. T'as vu les évolutions de Marseille de ces dernières années, j'imagine, comme tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te révolte? Est-ce que, au contraire, tu soutiens les changements ou pas? La révolte, j'évite. Ça ne veut pas dire que je suis en accord. Ben, parce que révolter, c'est déjà dans de l'ordre de la colère, c'est pas la paix, quoi. Et la liberté, c'est la paix. Donc, je suis en paix. Ça ne veut pas dire que j'approuve les choix qui ressemblent de plus en plus à toutes les autres villes, hein. Gentrification d'abord, gros chantier pharaoniques ou pas, mais en tout cas qui ne sont pas de première nécessité, à part pour les enveloppes que ça suscite à droite à gauche. Moi, je dois dire que je t'ai remarqué parce que moi aussi, je viens d'habiter dans le coin depuis décembre. Et en fait, je passe tout le temps par là et je t'ai remarqué parce que je me suis dit, c'est cette femme qui lit tout le temps sur la plaine. Je me suis dit, ça doit être intéressant tu dois avoir un rapport intéressant à la plaine, justement. C'est quoi ce rapport? Qu'est-ce qui t'attache à cet endroit précisément de Marseille? D'ailleurs, est-ce que tu te poses dans d'autres endroits ou pas à Marseille pour lire? Alors, il faut dire que c'est particulier. Je suis arrivée dans le quartier, et j'ai commencé à avoir vraiment tout mon temps disponible. Et j'ai commencé à vivre beaucoup plus dehors, mais à l'époque, évidemment, il y avait des terrasses, ce qui n'est plus le cas. Et j'ai commencé à entreprendre mes propres études au hasard des livres chinés, puisque j'ai pas les moyens de faire autrement. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de méthode d'ordre entre guillemets logique, mais au feeling, j'ai entrepris de lire effectivement beaucoup de choses différentes, écrites à des époques différentes, qui, pour employer un gros mot, relèvent des sciences sociales. C'est à la fois Pourquoi c'est un gros mot? vaste parce que je ne souscris pas au terme de science déjà et que social non plus d'ailleurs. Je préfère ce qui est humain et qui n'a pas besoin de vocables qui délimitent ceci ou cela. C'est très vertical, hein, sciences sociales, sciences humaines. Il y a encore science qui ne va pas avec humain. Pour moi, c'est antinomique. C'est quoi la démarche derrière de lire autant? C'est une curiosité, Et cette pas une curiosité, démarche. tu l'avais pas ces dernières années, cette curiosité Je l'ai toujours eu, mais j'ai fait comme tout le monde. J'avais pris l'option de faire comme tout le monde un peu, plus ou moins, C'est-à-dire? peu ou prou comme tout le monde. Bah, une vie remplie. C'est ça que fait tout le monde. Les gens remplissent l'espace-temps. Ta vie n'est pas remplie alors, si Donc tu n'es pas comme tout le oui, monde? j'ai fait de la place. J'ai fait de la place et cette place, je l'ai employée à satisfaire ma curiosité. Et être à la fois dans, dans les livres et à la fois dans le potentiel de rencontre de l'espace public. C'est vrai que tu parles souvent aux gens sur la plaine. C'est ce que j'avais cru comprendre. Tu recherches beaucoup l'échange. Je ne le recherche pas, je l'accueille volontiers tant que ça ressemble à de l'échange, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a
il y a l'air d'avoir chez toi une importance des mots. Oui. J'aurais une question, c'est quoi le mot de ta vie, le mot valise, je dirais, de ta vie? Celui que tu as porté depuis toujours. S'il y en a un, ou ça pourrait être lequel du coup, s'il y en a pas. Curiosité, c'est bien. Curiosité des autres et du monde. Et de soi. Et de soi aussi. Mm. Sur la situation actuelle, quel regard tu portes? C'est vrai que l'autre fois on en parlait. J'avais mis mon masque et tu m'avais repris en me disant que c'était un faux pas déjà. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe la même chose qui s'est toujours passé dans ce monde. C'est juste le degré ultime d'une guerre éternelle contre le vivant. Ah oui, tu penses qu'on n'essaie pas de protéger le vivant justement? Surtout pas. Je pense que c'est le contraire. Ben, c'est pas que je le pense, c'est que c'est manifeste, c'est acté, c'est prouvé. On peut par exemple se référer à Marie-Monique Robin qui a écrit, je ne sais pas si c'était il y a, je pense au moins 30 ans, non Notre poison quotidien. C'est un très bon exemple, c'est un très bon point de départ pour s'apercevoir que la volonté de destruction du vivant, végétal, minéral, animal, humain, c'est des volontés délibérées qui sont toujours exercées, peu ou prou, avec des temps plus forts, avec des accélérations. En réalité, l'accélération est exponentielle. Mais on s'est toujours évertué à empoisonner, à stériliser, à dénaturer, si tant est qu'il y ait eu une nature dans cette dimension en réalité. Comme je suis plutôt radicale, suite à... Ça implique quoi la radicalité? La radicalité, ça implique de ne pas se donner de limites justement à la curiosité et à la pensée libre. La pensée libre, pas dans le sens... pas dans le sens de ceux qui s'autoproclament libres penseurs, mais dans le sens réellement de s'affranchir justement de toute cette verticalité d'expertise prétendue, officielle. Voilà, donc je m'autorise à décréter que je ne me sens absolument pas de ce monde, que pour moi, les humains qui sont dans ce monde ne sont pas dans leur milieu originel. Et tu es croyante ou pas? Je m'attendais à ça. Ça paraît mystique, mais en réalité, c'est vraiment un ressenti profond. C'est pas relié à des doctrines. C'est relié juste à un constat de comment la vie a été toujours contrainte et ne s'est jamais réellement déployée. L'étape intermédiaire, quand on commence à s'intéresser et à s'interroger sur du temps un petit peu long, c'est-à-dire au-delà de 5, 20 ans, ou même 50 ans, ou même 100 ans, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu de la contrainte et de... Enfin, oui, je me suis perdue. L'étape intermédiaire, quand on commence à s'intéresser, on se dit que 20 ans avant, c'était moins dur, 50 ans avant, c'était encore mieux. Il y a 50 ans, je dis ça à coup de louche, mais il y a 50 ans, ce qu'on appelle bio aujourd'hui, l'appellation n'existait pas parce que tout simplement, c'était juste ce qui était normal. Maintenant, on donne des noms aux choses normales parce qu'elles sont devenues spéciales. C'est quand même très particulier. Le bio. Le bio. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée en France, j'avais 6 ans. Tu es arrivée d'où? De Pologne. Mais bon, peu importe. C'est anecdotique. Je suis arrivée, j'avais 6 ans, j'ai découvert, disons, l'opulence. La seule chose pas anecdotique, c'est qu'il y a une opulence en matière alimentaire, notamment, que je ne connaissais pas. Bon.
J'arrivais des patates et des choux et je suis arrivée sur un marché avec des millions de couleurs, avec des ananas, des pastèques, des oranges, des pommes, de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Et tout ça avait vraiment une texture et une saveur qui ont tout bonnement disparu. Et 20 ou 30 ans plus tard, pour retrouver quelque chose de l'ordre de cette saveur et de cette texture, il fallait aller acheter bio. Ouais, Et encore 20 ans plus tard, même le bio, c'est pas encore garanti que ça ait vraiment une saveur et une texture qui ressemble à ce que j'ai mangé normalement en allant sur un marché populaire dans Paris. Un marché populaire, pas des trucs de luxe. Donc ces pertes-là, elles sont factuelles. C'est pas une question de combat, ni de conviction, ni de conclusion partisane. On a empoisonné tout ce qui était vivant, on a empoisonné le sol, on a additionné l'eau dite potable de plein de poisons. Tout ça, c'est pas fait innocemment. Et en réalité, on peut remonter loin, et par exemple à l'Empire romain, et voilà, de toute façon, il y a toujours de l'oppression, de la contrainte, de la torture. Il y a toutes ces dimensions-là qui ont toujours existé dans cette dimension. Donc c'est pas une question de croyance. C'est juste que plus ça va, plus je suis convaincue que les humains qui sont ici, dont je me sens, dans lesquels je me range, méritent mieux que ça. Et puisque ça a toujours été comme ça, c'est pas une période, c'est pas un accident, parce qu'à ce moment-là, ça fait des milliards d'accidents. Et donc, il y a une volonté, peu importe quelle forme elle peut avoir, si elle en a une ou pas. Mais il y a une volonté délétère, vampirique, d'oppression, de destruction. Carnage, il y en a toujours eu. Et d'ailleurs, le carnage en cours, c'est justement d'empêcher les gens de respirer, de les empêcher d'être considérés en bonne santé. Maintenant, Molière y avait fait allusion, mais tout le monde est malade, de base. Et même quand c'est pas vrai, maintenant, de façon dogmatique, c'est vrai. Bon, donc moi, j'adhère pas au dogme. Et pour l'instant, je suis ici. Sinon, on ne pourrait pas se parler. Donc, je cherche juste à être en paix et en congruence avec mes convictions. Tu y parviens ou pas? Est-ce que je suis ni optimiste ni pessimiste. Ça, c'est du même ordre que... Non, c'est du même ordre que les croyances, ça. Et puis c'est mou. C'est des choses dans lesquelles on se réfugie, comme on se réfugie dans une religion, par exemple, ou dans un mysticisme. On se réfugie dans quoi, il n'y a alors? pas de refuge, il faut le savoir. La paix, elle est en soi. Il n'y a pas de refuge. Donc il n'y a pas espoir, désespoir. Il n'y a pas optimiste, pessimiste. Il y a ce qu'il y a. Tu es parvenu alors à cette paix? Disons que là, ça pousse tellement dans l'autre sens que oui, ça muscle cette faculté-là. C'est un super training. Comment on s'entraîne à ça? En réfléchissant. C'est certainement individuel. C'est complexe. On ne peut pas dire que la réflexion
La réflexion, ça vaut pour les gens qui sont habitués à se servir de la réflexion. Mais ça peut très bien se passer ça peut très bien être plus simple pour des gens qui réfléchissent moins. Parce que spontanément, ceux qui sont humains ont les informations de ce qu'ils sont, de ce qui est juste, de ce qui est juste humain. Et donc, après cette, entre guillemets, sagesse de se recentrer sur ça, plutôt que de céder au chant des sirènes ambiantes, chacun a ses ressources pour y parvenir, tôt ou tard, ou au milieu, ou suite à... Il n'y a pas de recette. Est-ce que tu penses C'est pas de la pâtisserie. qu'il ne faut pas aller chercher ces ressources, justement? C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup pas angoissé par rapport à beaucoup de problèmes de notre société et de l'état du monde. Et je me dirais que si je savais pas qu'il y avait ces problèmes et toutes ces questions, j'aurais moins d'angoisse, tu vois, je me dis ça souvent. Donc est-ce que cet entraînement de soi, est-ce que c'est pas parce que aussi tu as eu accès à des ressources, tu sais qu'il y a des problèmes et que... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire et que tu sais que tu as dû entamer ce processus, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Certains ne se posent même pas la question, tu vois, la plupart des gens. Mais tout le but du système, on va appeler le truc le système. Tout le but du système est qu'on ne se pose pas de questions. C'est pour ça qu'il y a un foisonnement d'images, la société du spectacle, qu'il y a foisonnement de villes, il y a foisonnement de bruit, il y a foisonnement d'oppression, d'injonctions contradictoires. Là, on est plus que jamais dedans, pour qu'il y ait un état de sidération et pour les individus sur lesquels ça n'est pas suffisamment opérant, il y a la police de la pensée qui est bien en place. Voilà, donc on peut appeler ça censure, mais en réalité, la police de la pensée s'est toujours exercée. On est en pleine inquisition, juste du XXIe siècle, mais le fond est strictement le même. Ah oui, tu vas jusque-là, tu penses que... Mais oui. Que c'est une... C'est l'inquisition, oui. C'est l'inquisition. Mmh. J'ai l'impression que tu mènes une vie philosophique, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors... on parlait de liberté tout à l'heure. Est-ce qu'à Marseille, ici plus qu'ailleurs, tu peux être en phase avec tes convictions ici plus qu'ailleurs? Tu as vécu à Paris, d'après ce que j'ai pu comprendre. J'ai vécu surtout à Paris. Marseille reste, malgré tout, jusqu'à maintenant, lumineuse. Le ciel est haut, même quand il est gris. Ah, c'est joli. Il y a de la lumière. Et cette lumière-là, elle est dans les gens. Au-delà de tout esprit étroit et étriqué et même désagréable, il y a une dimension de respiration de la vie qui est exceptionnelle à Marseille. Et une forme de tolérance de l'altérité qui est, même quand elle est relative, même là où elle se voit le moins, parce qu'en réalité il y a des confrontations je trouve pas mon mot. Si on compare en réalité à un autre espace, une autre ville, la zone de tolérance, même quand elle est oblitérée par du conflit, elle reste énorme. Globalement, évidemment, au cas par cas, quand on vit une situation conflictuelle, on n'est pas forcément apte
à percevoir ça. Et pourtant, je trouve que c'est là. Il y a quelque chose de très relié quand même à l'essence de l'être. Est-ce que tu dirais que c'est une ville apaisée? Faut pas exagérer non. Je suis bien d'accord. Il y a une forme de chaos à Marseille qu'on peut retrouver à Paris et dans toutes les grandes villes aussi. Ah, je sais pas si on peut comparer Marseille. Je crois pas. Ah oui? Ouais. En réalité, si ça continue dans l'accélération qui est en cours, évidemment, ça va devenir lissé, comme tout ce qui a été lissé. Mais pour l'instant, c'est pas encore abouti. Hein. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as eu des boulots dans ta vie? Est-ce que tu as fait carrière? Non, j'ai pas fait carrière. Parce que J'ai dit ça en te provoquant par rapport à ce d'accord. qu'on disait tout à l'heure. Évidemment. J'ai passé 20 ans dans une activité. C'est pas mal, mais c'est pas. J'appelle pas ça une carrière. Je chassais les antiquités. Bon, après, il fallait les vendre, mais mon métier était de dégoter les objets. Et je considérais que quand on achetait bien, il n'y avait pas besoin de vendre. Ça se vend tout seul. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de... J'attends pas. Tu peux finir ta phrase maintenant. J'allais dire qu'est-ce que tu attends de la vie? J'attends pas. On n'a rien de ce qu'on attend. Je vis. J'attends pas. Quand t'es parvenu à cette conclusion parce que moi, récemment. J'ai beaucoup d'attentes, tu vois. Eh mais oui, mais c'est ça qui nous enchaîne. C'est les chaînes et les boulets, ça, les attentes. C'est comme l'attachement. Aimer, c'est pas être attaché. Avoir plaisir, bonheur à entrer en relation. C'est bien. Quand ça devient une attente, un besoin, une incomplétude, là on tombe en prison et en général on met l'autre dedans aussi. T'as pu être dans cette... Tout le monde tombe dedans, on est baigné là-dedans depuis toujours. Mais c'est intéressant de se dire qu'on s'affranchit justement de plusieurs implants par jour quand on commence à s'intéresser à tout ce qui est de l'ordre de la programmation et qui ne sert pas la vie et l'amour, quoi. Comment est-ce qu'on peut mener une existence en phase avec ses convictions, ce à quoi on croit profondément, alors que ça peut être empêché par des choses pratiques comme il faut bosser pour manger, tu vois. Comment est-ce que tu fais dans ces cas-là? C'est certain que je serais plus à même de te répondre si je n'étais pas dégagée de cette problématique d'une façon tout à fait d'ailleurs vérolée du système, qui est que je touche une pension d'invalidité. Mais je ne sais pas comment je m'en sortirais si j'avais 20 ans ou 30 ans maintenant. Je ne sais pas. Mais je pense que je trouverais quand même un chemin de traverse pour être... Après, on peut pas se fantasmer avec son expérience et son savoir et tout le recul qu'on a à 60 ans. On ne peut pas se projeter dans si on a 20 ans aujourd'hui, quoi. C'est aberrant finalement comme questionnement. C'est vrai que finalement j'ai l'impression que c'est, je veux dire, privilège, si tu veux, de mener une vie philosophique. Moi, à l'heure actuelle, tu vois, je pourrais pas parce que j'arrêterai de travailler, enfin j'arrêterai certains boulots et je me mettrai à réfléchir ma vie
j'aurai le temps déjà de le faire. Donc c'est vrai que c'est difficile à gérer, je trouve. Ben, ça dépend de tes attentes et de tes priorités. Tout est là. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il fallait pas avoir d'attente. Je parlais des tiennes. Tu en as puisque tu dis que ça serait difficile de ne pas avoir un boulot alimentaire. Pour l'instant, il y a encore des subsides qui existent. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas automatiquement sans rien. Donc, c'est ton choix d'avoir plus que le minimum non vital, mais enfin bon, c'est un choix. Et puis, tu pourrais aussi investir, par exemple, si tu considères que ce que tu fais ne te convient absolument pas et que tu cherchais d'autres options, tu pourrais utiliser absolument toute ton énergie résiduelle après cette activité, en dehors de cette activité, pour trouver l'activité où tu serais plus en accord avec toi-même. Est-ce que tu as beaucoup voyagé ou pas? On peut pas dire ça, non. J'ai vu un petit peu l'Espagne en vacances avec les parents, donc c'est très peu. Malgré tout, même si c'est une culture proche, c'est quand même une autre langue, c'est quand même une autre culture un peu. J'ai mis les pieds, mais à peine en Angleterre et à peine en Allemagne, mais tout ça c'est des trucs vraiment très très courts, c'est pas genre un mois de vacances, ce genre de choses. Et sinon j'étais partie pour vivre, mais ça s'est pas fait finalement, enfin ça s'est pas déroulé, c'est un projet qui a avorté. J'étais partie en Afrique, au Cameroun, pour vivre 2 ans renouvelables. Et je suis restée que 7 mois. Mais je suis restée 7 mois en mode installé pour vivre, quoi. Pour vivre plus longtemps. Donc c'était pas du tourisme. Donc ma vraie expérience d'une autre culture, c'est ça, c'est l'Afrique noire. Aujourd'hui, tu aimerais voyager ou... Absolument pas. Ah oui, pourquoi? Bon, là, parce que je voyage vers moi. D'accord. Parce que je voyage vers me débarrasser justement de toutes les programmations. Encore plus, toujours plus. Et toujours me pencher sur le mot juste, le mot le moins pas juste, parce qu'ils sont tous vrillés en réalité. Et voilà, au-delà de la novlangue, le langage de base, avant qu'il soit vrillé, considéré vrillé, il est déjà vrillé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Que même la philosophie, c'est déjà un pis-aller. Quand on a eu besoin de penser la vie, l'humanité, c'est que déjà, elle avait plus sa vraie place. Sinon, on n'a même pas besoin d'y réfléchir et juste ça s'épanouit. Merci.